Notre invité, c'est Alexandre Alvarez. Il est conservateur délégué du Trésor de la cathédrale de Liège. Et il vient nous parler d'une activité qui n'est peut-être pas très connue, mais c'est vraiment une petite perle que le Trésor de la cathédrale nous propose. Philippe? Oui, c'est quoi être conservateur délégué? Je connais des administrateurs délégués, mais des conservateurs délégués. C'est le titre français pour dire adjoint. Je dois avouer que je viens d'avoir une promotion à l'antenne puisque mon titre officiel est attaché scientifique. Donc attaché scientifique, c'est une fonction couteau suisse dans les musées. Tous les musées ont des attachés scientifiques et on les utilise un peu en fonction des nécessités. Le Trésor, étant donné qu'on est une petite infrastructure, j'ai la chance, l'honneur même, je dirais, d'avoir un panel d'activités à réaliser. Donc moi, je suis historien de formation. J'ai été engagé comme historien. Mais maintenant, les nécessités font qu'il m'arrive de faire pas mal de graphisme, pas mal de photographie. Alors je ne me prétends pas ni graphiste ni photographe, mais je fais du graphisme, de la photographie, de temps en temps des visites guidées, de la communication essentiellement, les réseaux sociaux, dynamiser Instagram, Facebook. Le bras droit du conservateur. Le bras droit du conservateur. Donc, ici, je suis conservateur délégué dans la mesure où je représente l'institution d'une certaine manière, mais ce n'est absolument pas mon titre officiel. Ah donc vous y êtes de manière permanente maintenant, parce qu'on a eu l'occasion de vous avoir à plusieurs reprises dans cette radio. Alors je suis engagé de manière permanente depuis 2016, mais à mi-temps. J'enseigne en parallèle à l'Institut Notre-Dame de Jupy. Et le reste de mon temps, je l'occupe... chez les Chanoinesses. Chez les Chanoinesses, effectivement. Ah, il faut rester dans le milieu. Hein. Ah, oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on soupçonne que ce serait à l'Institut Notre-Dame de Jupy, qu'il y avait un palais mérovingien où aurait eu lieu le banquet de Jupy, où Saint-Lambert aurait plus ou moins signé son arrêt de mort. Et donc c'est intéressant de voir que Vous connaissez l'histoire de Saint-Lambert et le banquet de Jupy? On va nous la raconter, Alexandre. Il y a deux traditions qui se heurtent. Saint-Lambert, en fait, Lambert était l'évêque de Liège. Et à une époque, le maire du palais, qui s'apparente plus ou moins à un premier ministre, on va l'appeler le roi dans ce cas-ci, qui s'appelait Pépin II de Herstal, était marié à une dame qui s'appelait Plectrude. Conseil pour les auditeurs, notez les prénoms si vous envisagez d'avoir des enfants. Qui s'appelait Plectrude. C'est sympathique. Ah, c'est classe, ça. Et il voulait divorcer de Plectrude pour épouser une dame qui s'appelait Alpaïde. Et le problème, c'est que Lambert, en tant qu'évêque, a refusé ce divorce et ce nouveau mariage. Et donc, lors du banquet de Jupy, un banquet qui a eu lieu dans un palais mérovingien quelque part à Jupy, Lambert aurait tendu un doigt. On a un tableau à la cathédrale, le banquet de Jupy d'Ernest Chauvin, 1842, qui montre ça, où on voit Lambert qui pointe un doigt accusateur vers les futurs époux, et manière de dénoncer finalement d'une certaine manière, de manifester en tout cas son refus. Et la tradition veut que Alpaïde ait eu un frère qui s'appellerait Dodon et qui serait le commanditaire de l'assassinat de Lambert. Nous n'avons pas la moindre trace historique de Dodon, en tout cas pas à ma connaissance, mais en tout cas la tradition veut qu'il ait lancé une expédition punitive qui ait valu à Lambert d'être tué. Ça, c'est pour la légende plus ou moins 19e siècle, un petit peu romancée, une histoire d'amour. Dans la réalité des choses, il semblerait que Dodon simplement cherchait à s'accaparer les terres de l'évêché et que Lambert, en tant que protecteur de ces terres, ait opposé son veto. Et donc, par conséquent, Dodon, un jour, ait compris qu'en se débarrassant de Lambert, il se débarrasserait de son problème. Donc, il y a deux traditions qui cohabitent, un petit peu romantique. Et l'assassinat a lieu? Et alors, l'assassinat a lieu place Saint-Lambert, mais on soupçonne, puisqu'apparemment... Devant le Grand Bazar, ouais, vous voyez. C'est ça. Et alors, on soupçonne que le banquet on parle du banquet de Jupy, on soupçonne qu'il aurait eu lieu à l'Institut Notre-Dame, puisque c'est une des rares zones de Jupy qui n'est pas été fouillée. Et donc, on soupçonne, encore une fois, c'est toujours des hypothèses, des suppositions, que ce serait probablement là que le banquet aurait eu lieu historiquement. Donc voilà, il faudrait renvoyer les élèves chez eux pendant quelques années pour fouiller maintenant. Je pense qu'ils seraient très heureux de la proposition s'ils vous écoutent. On peut les obliger à fouiller aussi. C'est ça. Monsieur, on vous a entendu, on est d'accord avec vous. C'est l'une des belles histoires que l'on peut retrouver au Trésor de la cathédrale, car le Trésor de la cathédrale est effectivement un musée à connotation religieuse, puisque on va y conserver de nombreux objets religieux, mais aussi toute l'histoire de la principauté de Liège, puisque la principauté de Liège et histoire, religion, tout cela était mêlé jusqu'à la Révolution française, et on ne pouvait pas faire d'histoire ou de politique sans parler de religion à toute une époque, et on va retrouver toute cette histoire-là, et toutes ces petites anecdotes de la principauté au Trésor de la cathédrale. Tout à fait, le Trésor renferme près de 250 pièces exposées, il y en a encore énormément dans les réserves, mais exposées, on a 250 pièces
sur 3 étages et 11 salles réparties tout autour du cloître de la cathédrale. Donc ça fait un des plus grands trésors d'Europe, certainement pas le plus grand, il y en a qui peuvent, déjà Aix-la-Chapelle a des collections beaucoup plus impressionnantes que les nôtres, mais nous faisons partie des plus grands trésors d'Europe, et tous ces trésors mettent en évidence le patrimoine de l'ancienne principauté de Liège. Alors effectivement c'est un musée d'art religieux, dans la mesure où nous étions dirigés par des princes-évêques, donc par conséquent, lorsque le prince-évêque devait investir, c'était toujours orienté vers la religion. Et si on prend le cas de Liège, même en tant que ville, d'un point de vue architectural, il nous reste encore aujourd'hui 6 églises collégiales qui sont présentes en activité et en rénovation pour certaines. C'est le cas de Saint-Jean dont le cloître est actuellement en rénovation, c'est le cas de Sainte-Croix. Et je pense, je ne pourrais pas l'affirmer, mais je suis quasiment sûr à 98% que c'est plus de collégiales que pour toute la francophonie. Il faut vraiment aller en Allemagne pour trouver plus de collégiales que nous, ce qui fait que nous avons un des plus grands patrimoines religieux au monde. Monseigneur Delville m'a aujourd'hui le 4e plus grand patrimoine religieux au monde. Je lui fais confiance sur cette affirmation, mais je ne sais pas où on en est encore actuellement. C'était il y a quelques années qu'il m'avait dit ça. Donc on a un patrimoine gigantesque et le Trésor met ce patrimoine à l'honneur, tant d'un point de vue scénographique, historique, que du point de vue des activités qu'on peut créer. Donc vous le savez peut-être, on avait créé un escape game il y a 1 an qui fonctionne bien. On fait des conférences très régulièrement. Et ici, je suis là pour parler des concerts qu'on a relancés la semaine dernière. Voilà, nous arrivons à ces concerts. La semaine dernière, c'était Jean-Claude Van den Heijden qui était au piano dans, j'allais dire, un écran magique. Les concerts se déroulent dans le Trésor, dans une salle où on expose toute une série de tableaux de Flémal. On en a parlé de nombreuses fois, et notamment avec Pierre-Yves Kéris, qui rejoindra l'équipe de RCF l'année prochaine. Donc, cette salle où on expose des Flémal, on est vraiment dans un écran magnifique, avec un piano extraordinaire. C'est vraiment un piano de concert, et dans une intimité vraiment très chaude, puisqu'il n'y a que 80 places. Tout à fait, le pôle Flémal est... Ici, je vais donner un avis personnel, mais je trouve que c'est probablement la plus belle salle du Trésor, mais en tout cas, je la trouve magnifique, et elle dispose d'une acoustique extraordinaire. Donc déjà, nous sommes dans la charpente à ce niveau-là, donc on voit vraiment tout le bois de charpente qui traverse la pièce, qui lui donne un éclat particulier. Et on est entouré de tableaux de maîtres qui datent du XVIIe siècle, donc c'est une salle qui vraiment a une aura particulière, particulièrement belle. Et au centre de cette salle se trouve un piano demi-queue Yamaha qui sert au concert chaque année, donc essentiellement de la musique classique, vous vous en doutez. J'ai envie de dire acoustique, même s'il est arrivé que parfois qu'on ait des quatuors à cordes ou des choses comme ça, mais la plupart du temps, c'est vraiment du piano acoustique, comme le dernier concert de Jean-Claude Van den Heijden. C'était extraordinaire, il a joué Jean-Sébastien Bach, Beethoven, Schubert, Debussy, tout seul au piano. C'était vraiment merveilleux parce que, comme vous le disiez, la salle ne comporte que 80 places. Les places sont limitées, c'est pour ça qu'on demande au public de réserver à l'avance. Toutes les informations sont sur notre site internet. Et donc les gens peuvent réserver leur place, venir et profiter durant 1 heure, 1 heure et demie, le temps que le concert dure, vraiment de cette espèce d'atmosphère particulière, de piano acoustique seul, avec des œuvres d'une richesse et d'une beauté extraordinaire. Voilà, qu'on soit sensible au classique ou pas, je dois bien avouer que je ne suis pas d'une génération qui écoute beaucoup de musique classique, même si j'apprécie de temps en temps. Mais lorsqu'il y a un concert, lorsque j'écoute, on se laisse facilement transporter. C'est vraiment, il y a un complexe de sensations qui se crée au moment où la musique a lieu dans cette salle, où on est entouré par des tableaux de maîtres qui sont extraordinaires, dans une charpente particulière avec des couleurs très très chaudes. Et puis il y a les gens tout autour de vous, d'autant que c'est d'autant plus appréciable maintenant, après 2 ans de Covid, d'avoir des gens autour de soi sans masque. Et puis alors il y a la musique, selon qu'on soit sensible à Schubert, à Chopin, etc. Je dois bien avouer que je tanne le programmateur pour avoir des nocturnes de Chopin depuis des années, parce que ça c'est quelque chose que j'aime profondément. Et on va parler de ce programmateur, c'est Paul Huvel, qui est directeur d'une école de musique au Luxembourg. Et donc, il nous propose encore des artistes au renom international. Et le prochain, ce sera Peter Petrov. Oui, le prochain artiste, le 21 mai, sera Peter Petrov. Il ne sera pas seul, il viendra accompagné de Uliana Striushkova, j'ai écorché son nom, Striushkova, et de Emilio Messenero au violon. Donc, Uliana Striushkova chantera et Emilio Messenero sera au violon. Et donc, c'est une alliance extraordinaire parce que Petrov nous fait l'honneur quasiment chaque année de venir. C'est un Bulgare, c'est un pianiste bulgare, donc c'est quelqu'un qui a, comme disait Boris Vian, l'âme slave, donc qui a une passion, mais en même temps une tendresse comme ça. C'est quelqu'un qui joue très en subtilité, qui est capable d'exprimer beaucoup de choses par son jeu. J'ai eu la chance de le rencontrer, presque chaque année je le rencontre, et c'est quelqu'un de très abordable, très humain, et tout ça transpire dans
dans son jeu. Et Oliana Strushkova est une Russe, et donc c'est quelqu'un qui a aussi l'âme slave, mais elle est beaucoup plus passionnée. Elle au chant, c'est vraiment extraordinaire. J'ai eu l'occasion de l'entendre en répétition il y a quelques mois. Et c'était vraiment magnifique. Et puis vous avez Emilio Necenero qui est un habitant de Metz, qui lui donc a pas l'âme slave mais l'âme française, et donc qui a un autre jeu, mais qui a quand même, je pense qu'il a été... Il est à l'est aussi, effectivement. L'est de la France. Il a été quand même premier prix du conservatoire chez nous en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Et donc vous avez vraiment cette alliance entre deux esprits passionnés slaves et puis la francophonie qui vient. Et je pense que ça promet d'être un concert extraordinaire entre piano, violon et bien évidemment une cantatrice de grand talent. Nous parlons des concerts du Trésor de la Cathédrale dans un écrin magnifique, et c'est Alexandre Alvarez qui nous en parle. Ici, c'est donc Peter Petrov, et alors vous allez le dire pour moi parce que là, on va déraper. Donc c'est Peter Petrov, Uliana Strushkova et Emilio Mecenero. C'est très gentil. C'est ce samedi. C'est ce samedi, et c'est le deuxième d'une série de 4 concerts qui auront lieu toutes les 2 semaines. Donc, non, c'est samedi prochain, 21 mai. Samedi 21 mai. Et alors, il y a un site, Trésor de Liège, et on a toutes les informations. Trésordeliège.be, sur la page d'actualité, vous trouverez, je crois, la dernière actualité qui a été postée, c'est le programme des concerts et le numéro de téléphone et l'adresse mail à laquelle réserver, puisque, comme je l'expliquais préalablement, il est vraiment nécessaire de réserver la place pour être sûr d'abord d'être assis confortablement, et puis surtout pour ne pas déborder et se retrouver avec 200 personnes dans une salle qui ne peut pas en contenir autant. Oui, c'est ça. Et en plus, on est très proche de l'artiste, du musicien. On le sent respirer pratiquement. Je crois que, à vue d'œil, je dirais que la personne la plus éloignée dans la salle est probablement à 10 mètres de l'artiste. Donc c'est vraiment très très intimiste. Et le piano est au centre de la salle, et donc les gens s'installent tout autour du piano, vraiment. Donc c'est vraiment un côté très intimiste, même dans la disposition des lieux. C'est ça. Alors, donc, on a ce concert ce samedi, et puis alors il reste... Le 21 mai. Le 21 mai. Et puis il reste 2 concerts pour terminer cette série de 4. Oui, alors les deux concerts restants, le premier qui aura lieu le 4 juin, c'est Fabienne Crutzen et Karine Ganser qui vont faire du piano à 4 mains. On n'a pas encore leur programmation totale, mais elles annonçaient déjà du Tchaïkovski, du Dvorak et du Rubinstein. Donc ça promet vraiment d'être extraordinaire, et à 4 mains, ça risque sincèrement d'être un concert merveilleux. Et le 18 juin aura lieu ce sera plutôt axé sur les percussions cette fois-ci, mais pas de la batterie ni quoi que ce soit, vraiment des percussions, des marimbas et du vibraphone essentiellement. Donc ça va jouer beaucoup sur les sensations, encore une fois, sur le dégagement de certaines ondes, etc. Et donc ce sera, très très agréable à écouter. Et donc ça, c'est un duo qui s'appelle le Inverse Percussion Project, qui va venir donc le 18 juin. Je dois bien avouer que là, je ne sais pas du tout vous dire s'ils vont jouer du Dvorak, j'en doute franchement. Mais en tout cas, ils vont probablement faire un concert peut-être un petit peu plus abordable pour le plus jeune public. Les percussions, c'est peut-être plus abordable que les grands compositeurs, quoique, j'en serais vraiment étonné. Et donc voilà, il reste 3 concerts, l'un le 21 mai avec 3 artistes de grand renom, et puis alors 2 concerts qui vont venir aussi et qui risquent d'être extraordinaires. Je suppose qu'il y a un prix pour ces concerts. Le prix est de 10 €. 5 € pour les moins de 26 ans, pour un petit peu essayer de donner envie aux jeunes de s'intéresser aux classiques. Et l'abonnement est à 30 €. Il est encore possible de prendre des abonnements, mais alors vous aurez raté le premier concert, donc c'est moins intéressant maintenant, mais il est toujours possible. Et vu que les concerts ont lieu chaque année, les gens sont prévenus l'année prochaine. S'il n'y a pas d'autres virus en provenance d'on ne sait où, on relancera avec grand plaisir la programmation. Et donc voilà, on invite les gens peut-être à nous rejoindre en s'inscrivant sur la newsletter sur notre site internet, peut-être par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, que sais-je encore. Toujours Trésor de Liège, trésordeliège.be, Trésor de Liège sur Facebook, Trésor de Liège sur Instagram. Et donc là, il sera possible l'année prochaine de suivre dès le départ les concerts. Sinon ici, c'est 10 € pour les adultes et 5 € pour les moins de 26 ans. Et comment est-ce qu'on entre dans la cathédrale pour ce concert? Parce que je suppose que la cathédrale est fermée à ce moment-là. Très bonne question. C'est pour ça que je la pose. Il est là pour poser les bonne question, Philippe. La cathédrale est effectivement fermée à partir de 17h, mais alors on peut pénétrer par l'arrière de la cathédrale du côté de la rue Bonnefortune au 6. Là, le cloître est toujours accessible, et du cloître, on arrive assez facilement dans le trésor. Il y a un accueil, et de l'accueil, les gens sont installés soit dans l'ascenseur, soit par l'escalier s'ils ne veulent pas prendre l'ascenseur, et on les emmène au 2e étage pour assister au concert. Donc de la rue Bonnefortune, on rentre dans le cloître, on va à droite, et alors au bout du couloir, la fin, quand on arrive au coin, c'est l'entrée du trésor. C'est ça. On est accueillis,
On n'est pas tout seul, il n'y a pas de doute. Il y a encore un petit détail, c'est le petit verre de l'amitié après le concert. C'est toujours sympa de parler avec l'artiste. Alors oui, on en a eu un pour Jean-Claude Van den Eyden. Je ne sais pas si ce sera possible parce que parfois des artistes ont un agenda chargé, ils doivent partir, mais la plupart du temps, les artistes restent. Et donc oui, c'est un plaisir immense de pouvoir discuter avec l'artiste. Généralement, les artistes passent quand même une petite heure dans la salle après, donc on a l'occasion de les questionner, de les féliciter, parce que vraiment, l'autre jour, Jean-Claude Van den Eyden, j'ai eu l'occasion d'y assister, c'était vraiment merveilleux. Et donc, sincèrement, on peut discuter autour d'un bon verre de vin du Trésor, puisque nous avons trois vins, un Pinot Noir, un Pinot Gris, un Gewürztraminer étiqueté cuvée Saint-Lambert, cuvée Vierge au Papillon, cuvée Saint-Grégoire. Donc je ne sais pas, on n'ouvre pas toujours tous les vins d'un coup, mais on peut déguster autour d'un bon verre de vin frais et discuter avec l'artiste. Quand vous dites que ce sont des vins du Trésor, c'est-à-dire vous avez vos propres vignobles maintenant ? Alors non, on n'a pas nos propres vignobles, ce sont des vins d'Alsace qui sont étiquetés. Donc c'est un viticulteur alsacien qui s'appelle Pierre Birgan qui fait de très très bons vins. Et donc nous avons créé un partenariat. Donc on n'a malheureusement pas nos vignobles, mais j'y travaille. Pour mes vieux jours, devenir viticulteur dans le nord, dans le sud de la France. Pour le Trésor. Pour le Trésor, bien évidemment. Tout ce que je fais, je le fais pour le Trésor. Écoutez ça, vous me dites quelque chose, c'est enregistré, ça va rester chaque fois. Oui. Vous vous rappelez, vous l'avez dit sur antenne, Monsieur Alvarez, par ici, votre engagement. Oui, on se fait avoir comme ça. Curiosité, Trésor de la cathédrale, c'est les concerts que Alexandre Alvarez nous a proposés. Mais le core business du Trésor de la cathédrale, ce n'est pas nécessairement les concerts. C'est sur le côté, il y a les expositions permanentes et aussi des expositions qui ne le sont pas. En effet, le Trésor est un musée, donc tout ce dont on parle ici, ce sont des activités parallèles, puisque il est intéressant de pouvoir un peu diversifier ses activités. Et vu que nous sommes une équipe d'une intelligence excessive, nous avons créé pas mal d'activités, je le disais, les conférences, etc. Outre la plaisanterie, on a vraiment fait en sorte de dynamiser les choses. On a des animations anniversaires pour enfants qui marchent du tonnerre. Les enfants adorent, ils se déguisent en chevalier, en princesse, ils peuvent découvrir le musée. Ça marche beaucoup. L'escape game qu'on a lancé en avril 2021 a vraiment très très bien marché. On en est très content et c'est l'occasion pour permettre aux gens aux familles surtout de découvrir dans un musée, mais d'une manière ludique, didactique, agréable, par le biais d'énigmes, de plein de choses comme ça. Les conférences on a eu plusieurs conférenciers qui ont donné des conférences, des communications extraordinaires. Les musiciens, parce qu'on parle de Jean-Claude Van den Eyden, on a également eu Johann Schmidt, qui lui aussi a été lauréat au Reine-Élisabeth en 86, si je ne dis pas de bêtises. On a eu chaque année, on a vraiment une programmation magnifique. Et donc voilà, tout ça constitue les activités parallèles, le développement de produits touristiques, on parlait des vins aussi. Mais le corps de nos activités, c'est effectivement l'activité muséale. Et donc là, chaque année, nous créons 1, 2, 3, selon l'inspiration, selon le temps dont nous disposons, des expositions temporaires pour un petit peu renouveler les choses. On a récemment... Julien Maquet, notre conservateur, était venu en parler, mais on avait reçu les tapisseries de Saumur qui étaient sorties de France. Je crois que c'était la première fois depuis 1992 que les tapisseries de Saumur quittaient le territoire français. On a retapissé l'intégralité du Trésor. Et là, on aura... On les a rendus, maintenant. On les a pas tous. J'en ai une dans mon salon maintenant. Quand vous dites on a retapissé Trésor, c'était momentané. On a dû les rendre à contre-cœur parce qu'elles étaient magnifiques, vraiment. C'était des œuvres qui méritaient d'être vues et je pense que les auditeurs qui ont eu l'occasion de voir l'exposition ne me contrediront pas. Et ici, on prépare une exposition qui sera lancée fin du mois, fin mai, début juin, sur Ernest Straubens. Alors Ernest Straubens, c'est un artiste qui ne parlera peut-être pas à beaucoup de Liégeois, mais vous avez déjà tous au moins vu une de ses œuvres, puisqu'il a sculpté un des bas-reliefs du Pont des Arches, celui qui se trouve du côté du quai de la Ribuée. Donc là où commence la Batte, ou là où passe la Batte, vous avez à un moment donné, vous passez sous le Pont des Arches et vous avez 2 bas-reliefs magnifiques d'Ernest Straubens. Et nous allons recevoir une quarantaine de bustes qu'il a sculptés et qui seront installés dans la salle d'exposition temporaire assez prochainement. Donc c'est une exposition qui s'annonce surprenante parce que, encore une fois, c'est un artiste. Récemment, on a eu une exposition sur Crommelin, qui est un peintre que les gens ne connaissaient pas, que moi-même je ne connaissais pas avant qu'on la lance, mais qui était un peintre magnifique. Pour la petite anecdote, l'acteur Bruno Solo est venu voir l'expo sur Crommelin,
Et il en est ressorti fasciné, vraiment. Il nous a demandé un catalogue, il a acheté un catalogue et il était vraiment très très content. Et quand il est arrivé, il n'avait jamais entendu parler de cet artiste, donc c'est assez intéressant. On espère faire un tour de force similaire avec Stroban, permettre aux Liégeois et aux non-Liégeois de venir dans une exposition dont ils n'attendent peut-être rien, mais de découvrir la richesse des artistes liégeois, la richesse du patrimoine liégeois et notre capacité à le mettre en valeur. Ça devient de place to be. Il y a eu 4 mérades récemment au Trésor de la Cathédrale. Oui, on a eu 4 mérades en septembre 2021, je crois. Canal+ nous a contactés puisqu'il tournait le 2e épisode de la publicité. Je ne sais plus le titre exact, c'est un titre à rallonge. On a oublié de vous demander vos codes Canal ou quelque chose, où on harcèle Cadmerade pour qu'il donne ses codes Canal+. Et alors dans la 2e partie qui a été tournée chez nous, il en a tellement assez d'être importuné par les gens autour de lui qu'il décide d'entrer dans les ordres et de se réfugier à Saint-Paul, de devenir moine à Saint-Paul. Et donc je crois quand même qu'un tiers de la publicité a été filmé chez nous. Donc ça a été vraiment une belle publicité, on peut le dire, et puis surtout le plaisir de rencontrer un artiste qui est chaleureux, qui est charmant, et de voir aussi un autre lieu mis en évidence dans les grands médias. Alors donc une exposition sur Stroban avec les bustes de cet artiste, et puis fin d'année tout un colloque, toute une opération concernant les bijoux relatifs au buste de Saint-Lambert. Oui, effectivement, puisque le buste reliquaire de Saint-Lambert est une œuvre extraordinaire. Les gens la méconnaissent peut-être, mais le buste reliquaire de Saint-Lambert est le plus grand buste reliquaire conservé pour le XVIe siècle. Il devait être détruit à la Révolution, mais on a contacté Napoléon qui est intervenu personnellement pour empêcher la destruction, et donc c'est ce qui fait qu'on a cette œuvre qui est magnifique. Et sur cette œuvre, on a compté, le dernier décompte, je pense, c'était 400 pierres précieuses. Et donc, on va axer aussi un colloque avec une semi-exposition à un moment donné, enfin, une exposition complète même. Une semi-exposition. Nouveau. Je reformule un colloque auquel sera associée une exposition qui va mettre en évidence des pierres précieuses et qui sera liée finalement au buste reliquaire de Saint-Lambert, qui est une œuvre si vous n'avez pas vu le buste reliquaire de Saint-Lambert, c'est une chose à voir une fois dans sa vie, parce que c'est une œuvre qui recèle une quantité phénoménale de détails. Moi-même qui travaille au Trésor, j'y suis entré comme étudiant en 2011. Il m'arrive encore de découvrir des choses que je n'avais jamais vues, parce que c'est vraiment une œuvre qui est très très riche. Il aura fallu 4 ans pour la réaliser, de 1508 à 1512. Donc on voit plein de choses, et donc là on va pouvoir la mettre à l'honneur par le biais de ce colloque et de cette exposition. Et on refait le tour avec le début de notre émission. Sur ce buste, on voit effectivement l'assassinat de Saint-Lambert par des chevaliers. Effectivement, c'est assez surprenant de voir ce détail. Oui. La 3e case du buste reliquaire montre l'assassinat de Lambert par un soldat un peu zélé qui a escaladé la façade de la maison de campagne où se trouvait Lambert, est arrivé sur le toit et à travers la paille du toit a vu Lambert et l'a frappé, on ne sait pas trop, au cœur, à la tête, en tout cas dans la partie supérieure du corps avec sa lance. Et voilà. La boucle est bouclée avec Saint-Lambert. Alexandre Alvarez, vous nous rappelez quand même les dates de ces concerts au Trésor de la Cathédrale? Donc le prochain concert de Peter Petrov, Uliana Stryushkova et Emilio Messenero aura lieu le 21 mai à 18h. Fabienne Crutzen et Karine Ganser, qui feront un piano à 4 mains, viendront le 4 juin à 18h. Et le Inverse Percussion Project viendra le 18 juin à 2022, bien évidemment, à 18h. À 18h. Et on retrouve toutes ces informations sur le site. Sur notre site internet, oui. Sur notre site et nos réseaux. Généralement, je fais une brève Facebook, un événement à chaque concert pour permettre aux gens de s'y inscrire et d'avoir le rappel, puisque Facebook est devenu notre agenda maintenant. Voilà. Alexandre Alvarez, un grand merci d'être venu à notre micro et de présenter ce petit joyau qui n'est pas tellement loin de nos studios et qui mérite d'être visité, n'est-ce pas Philippe? Bien sûr. Bien sûr. Vous irez au concert? J'y suis déjà allé très régulièrement. Oui. C'est un bel endroit. Voir entre autres les œuvres de l'église Saint-Jean. Ah oui. Vous allez vérifier si elles sont bien entretenues. Oui, tout à fait, si les poussières sont prises. Alexandre Alvarez, un grand merci. À bientôt. Merci, au revoir.